La révolution d'octobre 1917 a non seulement transformé la vie des femmes russes, mais aussi celle des femmes du monde entier. Le jeune empire soviétique prend des mesures sans précédent en leur faveur. Les femmes ont le droit d'étudier à l'université, de vivre en union libre, de choisir librement leur métier et de faire de la politique. Nadiejda Krupskaya, épouse et camarade de lutte de Vladimir Ilitch Lénine, incarne les idéaux prônés par le régime soviétique naissant. Dans l'histoire soviétique, la première dame, autrement dit l'épouse du dirigeant de l'Union soviétique, a toujours occupé une place particulière et son statut était un bon indicateur de l'état du pays. Entre révolution et espoir, dictature et peur, liberté et oppression, 100 ans d'histoire russe transparaissent dans la vie des femmes du Kremlin. Peut-on rayer d'un trait de plume les rôles ancestraux des femmes et des hommes? Nadiejda Krupskaya, parfaite incarnation de l'intellectuel russe moderne, sera exclue du pouvoir par Staline dès la mort de Lénine. Désormais, les femmes du Kremlin devront obéir, servir et rester silencieuses. On ne sait finalement pas grand-chose de ces femmes du Kremlin. Qui étaient-elles au juste? Nadiejda Alliluyeva est l'épouse de Joseph Staline. Elle se suicidera au Kremlin avec une arme à feu. Nina Petrovna est la compagne de Nikita Khrouchtchev. Le parti obligera l'enseignante à abandonner son travail. Victoria Brejneva est mariée à Léonid Brejnev. Elle passe pour être la première dame idéale. Elle endure sans broncher les nombreuses relations extra-conjugales de son mari. Raïssa Gorbatchev est l'épouse de Mikhaïl Gorbatchev. C'est en femme émancipée qu'elle entre au Kremlin. Elle en ressortira brisée par l'appareil soviétique. Lyudmila Poutina, enfin, a été mariée à Vladimir Poutine. Elle est la première femme d'un dirigeant du Kremlin à avoir divorcé. « 31 décembre 1999. Lyudmila Poutina est seule chez elle à Moscou. Son mari, le Premier ministre Vladimir Poutine, n'est pas encore rentré. À la télévision, le président Boris Yeltsin prononce ses vœux pour la nouvelle année et annonce sa démission. Lyudmila découvre en direct que son mari est nommé président par intérim. C'est un choc. Lyudmila a appris la nouvelle en même temps que le reste du pays. Poutine ne lui en avait pas parlé, alors qu'il avait évidemment été informé avant. Le statut d'épouse au Kremlin, Lyudmila le connaît bien. Elle a confié qu'elle avait éclaté en larmes parce que la perspective ne l'enchantait pas du tout. Elle savait ce qui l'attendait. Elle allait être confinée au silence, voire confinée tout court, et assurément restreinte dans ses amitiés. Elle a immédiatement pris la mesure des choses. Dès sa première visite officielle des lieux, son regard est fuyant face aux caméras. Elle croyait signer pour 4 ans, le temps d'un mandat, et pas davantage. Au début, Lyudmila Poutina accompagne son mari dans ses déplacements officiels. Elle fait aussi quelques apparitions seule. Toujours avec l'aval de Vladimir Poutine, semble-t-il. Il avait saisi le concept et l'intérêt de la fonction de première dame. Malheureusement, Lyudmila n'avait pas été formée pour. Et de toute façon, cette mission est devenue caduque le jour où Poutine a donné une nouvelle orientation à sa propre fonction, en prenant un virage profondément patriarcal. Vers la fin du premier mandat de son mari, les apparitions de la première dame se font de plus en plus rares. Le bruit court qu'elle est dépressive, alcoolique et angoissée de se montrer en public. Son mari, en revanche, aime se mettre en scène en patron du Kremlin. Il se pose délibérément en dirigeant solitaire, en père, en mari de la nation. Cette image, tous les résidents du Kremlin l'ont cultivée depuis la révolution de 1917.
Et aux côtés du père de la nation, il n'y a pas de place pour une épouse. Nous ne savons rien de leur relation avec leur mari, comment elles vivaient, comment elles se comportaient. C'est une zone d'ombre absolue. Pendant des décennies, personne ne saura ce qui se passe derrière les murs du Kremlin. Le secret est total. Il faudra attendre 1985 et l'arrivée du couple formé par Raïssa et Mikhaïl Gorbatchev pour que les choses changent. Pour les Russes, c'était absolument inédit et très perturbant de voir un chef de l'État traiter sa femme d'égal à égal. Ils se montraient très souvent ensemble en public, parfois ils se tenaient par la main, ils avaient des gestes de tendresse. Ça a été presque comme un choc. La sociologue Raïssa Titarenko et l'étudiant en droit Mikhaïl Gorbatchev se rencontrent à l'université et ne se quitteront plus. Ensemble, ils vont ébranler les fondations du pays et du Kremlin, comme un seul couple l'avait fait avant eux. Vladimir Ilitch Lénine et son épouse Nadiejda Krupskaya. Le couple révolutionnaire s'installe au Kremlin en 1918. Nadiejda Krupskaya est alors proche de la cinquantaine. Depuis plus de 25 ans, elle se bat aux côtés de Lénine pour la révolution et les droits des femmes. Lénine profite de l'énergie de sa femme pour faire avancer sa cause et la révolution. Nadiejda Krupskaya était sans aucun doute une figure emblématique de la révolution. Elle n'était pas dans l'ombre de son mari. C'était une femme forte à ses côtés. Elle a fait de la campagne d'éradication complète de l'analphabétisme son combat. Nadiejda Krupskaya va réformer le système éducatif. Elle fait licencier les enseignants de l'époque tsariste, fait embaucher des femmes et crée des classes mixtes. Ces mesures auraient été impossibles à réaliser sans le soutien de Lénine, car Krupskaya a beaucoup d'ennemis au Kremlin. Les bolcheviks étaient des hypocrites dès qu'il était question de vie privée. Et puis surtout, ils étaient tous machistes, sans exception. Ils voulaient bien valider les décrets sur l'éducation de Nadiejda Krupskaya, mais ça ne changeait pas leurs convictions. Ils étaient parfaitement imperméables au discours sur la parité entre hommes et femmes. Krupskaya et Lénine ne sont pas les seuls à prendre leur quartier derrière les hauts murs du Kremlin. Au printemps 1918, d'autres bolcheviks les imitent avec femmes et enfants pour s'abriter des combats de la guerre civile, mais aussi pour être proches de Lénine. Car il faut faire partie de l'entourage du chef pour espérer un poste important. La destruction de nombreux bâtiments force les révolutionnaires à vivre en colocation. Vyacheslav Molotov et Staline occupaient des chambres qui étaient contiguës. Ils vivaient littéralement côte à côte. Tous leurs camarades étaient logés à la même enseigne. Le chef du gouvernement, Kalinine, vivait à côté de Trotsky, si je me souviens bien. En tout cas, ils étaient à l'étroit et privés de tout confort. Les hommes passent leur nuit à boire dans la cuisine de Staline et des Molotov. On parle guerre civile et femmes que l'on se pique mutuellement. Staline met à profit ses soirées alcoolisées pour intriguer contre Lénine. Pour ridiculiser son rival, il s'en prend à son épouse, la qualifie de laide, besogneuse et la juge déplacée dans l'action politique. Comme toutes les femmes d'ailleurs, ajoute-t-il souvent. Ses camarades de tablée partagent sa vision sur la place du sexe féminin. Les révolutionnaires qui gouvernaient le pays n'étaient autres que des terroristes qui avaient accédé au pouvoir. Ce contexte de terreur acculait les femmes à un rôle très spécifique. Sur le papier, les femmes jouissent de droits inédits. Elles peuvent voter, s'inscrire à l'université et faire de la politique. Le divorce et l'avortement sont légalisés.
Des millions de femmes travaillent désormais pour le nouvel État et les projets familiaux passent au second plan. Les femmes russes avaient beaucoup gagné avec la révolution. Le pays était largement en avance sur le reste du monde, et particulièrement l'Europe, en matière de droit de vote. Les femmes mariées pouvaient garder leur nom de jeune fille, puisque le fait de prendre le nom du mari était considéré comme une pratique patriarcale. Certains défendaient même l'idée d'une suppression du mariage, parce que ça empêchait les femmes de participer équitablement à la construction de la société communiste. Nadezhda Krupskaya, quant à elle, avait déjà gardé son nom de jeune fille après son mariage avec Lénine en 1898. Le peuple aime cette femme à poigne. Comme de nombreuses autres femmes révolutionnaires, elle n'a pas de temps pour élever des enfants. C'étaient des femmes d'action, constamment sur la route à défendre la révolution aux côtés des hommes. Dans ce contexte, c'était difficile de fonder une famille, d'autant plus que la notion d'amour libre était alors très en vogue. Si ces femmes n'ont pas eu beaucoup d'enfants, c'est que la révolution n'exigeait pas cela d'elles. Quelques mois à peine après son installation au Kremlin, Staline sent venir sa chance de succéder à Lénine, victime d'un attentat et très affaiblie depuis. Mais Nadezhda Krupskaya représente une concurrente sérieuse. Staline redoutait que le peuple voie en elle la nouvelle tsarine. Il était doté d'un esprit subtil, lucide et cruel. Il avait très bien compris qu'il devait se méfier de tout. Sa nouvelle compagne, Nadezhda Alliluyeva, va être son joker dans la guerre larvée qui l'oppose à Lénine. Fille d'un compagnon de route de la Révolution, elle a 23 ans de moins que lui. Le couple se marie en 1919. Dans la foulée, Staline procure à son épouse un poste de secrétaire auprès de Lénine et de Krupskaya. Staline veut utiliser Nadezhda Alliluyeva pour espionner ses deux rivaux. Il pense avoir trouvé en elle une femme complaisante, une baba. Il y avait une très grande différence d'âge entre eux. Staline restait complètement étranger aux aspirations de sa femme. Elles étaient à milieu de ses préoccupations à lui. Elle, de son côté, ne comprenait pas son mari non plus. Elle aurait voulu être mariée à un homme qui soit son alter ego et former avec lui un couple fondé sur l'échange et la réciprocité. La fin était écrite d'avance. 2 enfants naissent dans les années 1920. La famille vit dans l'opulence, tandis que des millions de Russes souffrent de la famine. Les anciennes possessions du tsar sont passées aux mains du parti, et au Kremlin, tout le monde en profite. Les infrastructures se développent. On y compte bientôt un jardin d'enfants, un cinéma et un coiffeur. Les tâches domestiques sont exécutées par les anciens domestiques du tsar. En échange de cette vie de château, Staline exige de son épouse qu'elle espionne Krupskaya et Lénine. Mais Nadezhda Alliluyeva refuse. Elle est fascinée par Lénine. Nadezhda Alliluyeva voyait bien que Lénine et Krupskaya étaient beaucoup plus cultivés que son mari. Staline ne supportait pas la compassion de Krupskaya à l'égard de sa femme. Staline saisit l'occasion des accidents cardiaques à répétition de Lénine pour le faire étroitement surveiller. Désormais, Krupskaya est obligée de voir son mari en cachette. Lénine rédige un testament dans lequel il met en garde ses camarades contre Staline et demande à son épouse de lire le texte au prochain congrès du parti. Mais Staline parvient à mettre la main sur le document avant qu'il ne soit rendu public. La part de Nadezhda Alliluyeva dans cette trahison n'a jamais pu être déterminée. Le 21 juin 1924, la mort de Lénine scelle aussi le destin de Nadezhda Krupskaya. De connivence avec le Politburo, Staline a définitivement écarté Krupskaya des affaires politiques du pays. Elle a vite compris que c'était un mauvais présage. Lorsqu'on lui interdit de diffuser le testament de son mari décédé, elle se plie à la volonté du parti. Sur ordre de Staline, elle doit se retirer dans un petit appartement du Kremlin.
Les services secrets la surveilleront jusqu'à sa mort en 1939. Des centaines de milliers de gens du peuple rendent un dernier hommage à la révolutionnaire. Le dictateur en personne se charge de la veillée funèbre, récoltant au passage une partie de l'aura de la veuve adulée. Mais dès le lendemain, il fait interdire ses écrits. Il faudra attendre plus d'un demi-siècle avant de voir à nouveau une première dame s'engager politiquement. Raïssa Gorbatchev apparaît systématiquement aux côtés de son mari en public. Dans ce pays, on n'était pas habitué à voir quelqu'un en permanence aux côtés du chef de l'État. Et puis Raïssa était une belle femme, toujours élégante et très bien habillée. Les citoyens soviétiques sont d'abord fiers de cette femme qui joue dans la même cour que les premières dames occidentales, voire les surclasse par son intelligence, son charme et son élégance. On la surnomme l'arme secrète du Kremlin. Raïssa Gorbatchev ne se laisse ni diriger ni manipuler. Un jour, Raïssa Gorbatchev s'est fâchée tout rouge. Le protocole lui avait interdit de se placer là où elle voulait, à côté de son mari. La sociologue de formation intervient dans les débats, fonde des œuvres caritatives et milite pour les droits des enfants et des femmes. On aurait dit que dans le couple Gorbatchev, c'était elle qui portait la culotte. Il y a eu énormément de railleries à ce sujet. Si la présence d'une femme aussi active et déterminée a largement contribué à sa popularité en Occident, elle a eu l'effet inverse en Russie, peu habituée à ce schéma. Après tous ces dirigeants qui avaient régné seuls, l'incursion d'une femme qui était tout sauf une figurante avait quelque chose d'insolite qui rompait avec les conventions établies. Avec la prise de pouvoir de Staline au milieu des années 1920, les femmes du Kremlin vont devenir invisibles. Staline se pose en souverain sans famille. Son épouse Nadiejda Allilouyeva n'est plus autorisée à se montrer officiellement. De plus en plus isolée, elle sombre dans la dépression. Staline la fait surveiller tout comme il fait surveiller leurs enfants. Sa paranoïa est ressentie par tous les occupants du Kremlin. C'était des conditions de vie aussi épouvantables que dans une prison. Pour venir la voir, ses amis devaient se munir d'un laissez-passer et les contrôles d'identité étaient interminables. Même à l'intérieur de l'enceinte, Nadiejda Allilouyeva n'est pas libre de ses mouvements. Staline refuse qu'elle fréquente d'autres femmes du Kremlin, de peur qu'elle n'ébruite des intrigues politiques ou ne se plaigne de son sort. Dans un système où l'existence d'un individu appartient à l'État, on exprime plus spontanément ses sentiments, parce qu'on ne sait jamais quelles peuvent être les retombées, et comment cet État va réagir quand on montre qu'on est humain. Staline tolère une seule des amies de son épouse, Polina Jemchoujina Molotova, épouse du chef du gouvernement Vyacheslav Molotov. Allilouyeva se confie à elle, lui raconte qu'elle se sent prisonnière au Kremlin, qu'elle n'en peut plus de passer ses journées cloîtrées à ne rien faire. Elle s'inscrit secrètement à l'Académie industrielle sous son nom de jeune fille. Elle lit des ouvrages critiques du régime et attire l'attention de son mari sur les dysfonctionnements du pays. Elle s'était liée d'amitié avec d'éminentes figures de la Révolution. Adolphe Abramovitch Joffé, membre de l'Académie et estampillé ennemi du peuple, était très proche d'elle. Elle ne croyait pas à la culpabilité de Joffé et en voulait beaucoup à Staline. Les lettres qu'elle adressait à son mari étaient truffées de détails sur la vie quotidienne des gens et leurs privations. Elle pointait du doigt la pénurie de bas et d'autres articles de première nécessité dans les magasins. Tous les jours, elle prie dans une église du Kremlin, ce qui est normalement interdit. Elle confie à Polina Molotov son mal de vivre. Ses angoisses sont décuplées quand son mari fait assassiner plusieurs de ses connaissances de l'Académie. La politique de Staline ravage depuis de nombreuses années.
Au début des années 1930, ils collectivisent sans pitié les terres agricoles. Des millions de paysans propriétaires, les koulaks, sont dépossédés de leurs biens et déportés. Le bilan de la famine qui s'ensuit fait entre 4 et 6 millions de morts. Le soir du 7 novembre 1932, les bolcheviks du Kremlin fêtent l'anniversaire de la Révolution. Les camarades sont attablés avec leurs épouses et maîtresses. D'excellente humeur, Staline porte un toast glaçant à l'élimination des ennemis de l'État. Sa femme refuse de lever son verre. Alilouyeva a refusé de lever son verre. Quand on lui a lancé « Hé !» pour la rappeler à l'ordre, elle a rétorqué « Je ne suis pas ton hé !» Sur ce, elle a quitté la salle. Quelques heures plus tard, une domestique entre dans la chambre de Nadiejda Alilouyeva et découvre son corps baignant dans une flaque de sang. « Comment oses-tu me faire ça ?» se serait écrié Staline en voyant le cadavre de sa femme. Elle lui a laissé une lettre que personne n'a jamais pu voir. Mais on n'a pas de peine à imaginer ce qu'elle lui avait écrit. Toujours est-il qu'il a perçu son suicide comme une trahison envers lui. À ses yeux, elle les abandonnait, lui et leurs enfants. Il est désormais strictement interdit de parler de Nadiejda en présence de Staline. Y contrevenir serait risquer sa vie. Staline inaugure ainsi une tradition qui a cours en Russie jusqu'à ce jour. La vie privée des chefs du Kremlin est un sujet tabou. Mais parfois des rumeurs percent. Ainsi en 2008, lorsqu'il se murmure que le mariage de Lyudmila et Vladimir Poutine battrait de l'aile, de petites phrases sont distillées de part et d'autre. Lyudmila l'a décrit comme un vampire. Je pense qu'elle voulait dire qu'il travaillait beaucoup la nuit. Poutine, de son côté, a expliqué à un proche qui a publié un livre sur eux que Lyudmila était une femme difficile à vivre et que s'il voulait s'en assurer, il n'avait qu'à accepter l'invitation de passer 3 semaines avec elle. Au printemps 2008, un journaliste russe relaie les rumeurs de séparation sans l'aval du Kremlin. C'était la première fois qu'un journal abordait le sujet, en prenant 1001 précautions. L'article estimait qu'un divorce était politiquement envisageable pour Poutine et faisait le parallèle avec Sarkozy et son remariage avec Carla Bruni. L'article n'avait rien d'ordurier, mais laissait aussi entendre que le président avait une liaison avec une athlète russe très connue. Le journal a été fermé dans la semaine. Quelques jours plus tard, en Italie, Silvio Berlusconi résume l'état d'esprit de son homologue russe avec sa discrétion légendaire. Une journaliste russe a eu le courage de demander à Poutine si les rumeurs de séparation étaient fondées. Poutine, très agacé, a nié. Berlusconi, lui, a fait semblant de mitrailler la journaliste. La journaliste en question n'entre pas dans les canons de l'idéal féminin de Poutine, qui préfère les militantes de son parti, grandes fans du président. Le président viril exige des femmes russes une loyauté sans partage, mais aussi un investissement total pour la patrie. Poutine a mentionné plusieurs fois que le pays connaissait une récession démographique et que les femmes avaient l'obligation de donner naissance à de nouveaux citoyens, que la maternité n'était pas un choix, mais un devoir. La politique familiale de Poutine est directement héritée de celle de Staline. Celui-ci voit son empire menacé au début des années 1930. La population baisse. Le dictateur y répond en rognant les droits des femmes. Il supprime le droit à l'avortement et la législation du divorce devient plus restrictive. Désormais, les femmes devront travailler et avoir des enfants. Et celles qui voudraient se contenter d'être mères seront redressées au goulag. L'égalité parfaite entre hommes et femmes est ainsi atteinte, expliquent les bolcheviks. On poussait la femme soviétique à travailler et en même temps à faire des bébés. Il y avait l'obligation d'être mère,
de s'occuper du ménage, des enfants, du mari, tout en travaillant par ailleurs aussi dur que les hommes. Voilà pour la politique familiale très particulière des Soviétiques. En Union soviétique, il y avait des brigades de femmes qui creusaient des trous, qui réparaient les voies ferrées. Mais c'était toujours un homme qui supervisait le chantier. Le phénomène était très courant et bien évidemment extrêmement cruel, car sous couvert d'émancipation, c'était de l'exploitation pure et simple. L'image de la femme selon Staline se manifeste plus explicitement dans sa manière de traiter les femmes du Kremlin, auxquelles il assigne une place des plus traditionnelles, la maison. Nina Petrovna s'est fondue dans ce rôle. Après des études d'économie politique, elle enseigne dans une école du parti où l'ouvrier Nikita Khrouchtchev suit ses cours. Ils tombent amoureux et vont vivre en couple moderne. Pas d'acte de mariage, les enfants vont à la crèche. C'est d'abord Nina qui fait vivre la famille avec son salaire. Mais la situation change avec la montée en grade de son mari dans la hiérarchie du Kremlin. Au début des années 1930, Staline ordonne à Nina Petrovna de retourner au fourneau. À l'époque soviétique, les gens ne se rendaient même pas compte de cette hypocrisie, qui obligeait tout le monde à travailler dur alors que les femmes du Kremlin restaient à la maison. Ça a été le grand retour en arrière, le retour à l'époque tsariste. Nina était très en colère parce qu'elle se sentait utile dans sa position. Elle établissait des connexions, elle aidait les femmes à prendre conscience de leur rôle dans une société libre. Et pourtant, on la forçait à se mettre en retrait pour être une épouse et rien de plus. Depuis 1934, Nikita Khrouchtchev est un membre du comité central en pleine ascension. Nikita Khrouchtchev, comme tous les hommes dans sa position, ne s'est jamais prononcé. Staline ordonnait aux femmes de rester chez elles, donc c'était comme ça. Ma grand-mère n'aurait jamais remis en cause une décision du parti. Si le parti lui ordonnait de s'occuper de ses enfants, c'était sa mission. C'était une communiste orthodoxe. Les femmes étaient censées dorloter leur mari dans le nid conjugal. Il fallait que l'homme puisse se vanter. Hier, ma femme m'a fait un gâteau délicieux. D'autres femmes du Kremlin lui expliquent que désormais, ce ne sera plus elle, mais l'État qui subviendra aux besoins de la famille. Quand on a atteint un certain niveau dans la bureaucratie communiste, on bénéficie d'une série d'agréments et de privilèges. Ils avaient un cuisinier et une gouvernante qui s'occupait des enfants et de leur éducation. Couverts, draps et meubles viennent agrémenter ce traitement de faveur. Toute pièce de mobilier est pourvue d'un numéro d'inventaire du parti. Nina Petrovna reçoit désormais des aliments frais et peut acheter des produits occidentaux à l'épicerie du Kremlin. Une vraie vie de château. À ceci près. À partir du moment où on est catalogué ennemi du peuple, officiellement désigné comme tel par l'État, on peut bien s'appeler Molotov ou Khrouchtchev ou être un ouvrier anonyme. On perd tout. Mais toutes les femmes ne se plient pas aux diktats de Staline. Yekaterina Kalinina, l'épouse de Mikhaïl Kalinin, le dirigeant officiel de l'Union soviétique, a d'autres idéaux. C'était une Estonienne extrêmement cultivée. Contrairement à lui qui était un moujik, tout ce qu'il y a de plus rustre. Elle était brillante. Jour et nuit, elle intervient à la radio pour porter la parole du communisme. Mais Staline restreint son activité. Elle n'a pas supporté l'humiliation qu'on lui avait infligée, ce qui explique son mal-être au Kremlin. Elle a ressenti le besoin de faire quelque chose, d'agir, et elle est partie se réfugier dans l'Altaï.
En pleine nuit, nous sommes au début des années 1930, elle quitte le Kremlin, son mari et ses enfants pour s'installer dans le sud de la Sibérie où elle va diriger une exploitation céréalière d'État. À son mari, elle écrit ceci. « Le Kremlin me privait de mon humanité. J'étais un personnage artificiel dans une société dont je faisais partie en raison de ta position. Dans mon entourage, je comptais 2-3 personnes sincères. Tout le reste n'était que mensonge. Je n'avais pas le droit de parler et de penser comme je le désirais. Je n'ai pas besoin de confort factice, de voitures et de vos hommages qui sonnent faux. » Mikhaïl Kalinin respecte sa décision et lui rendra plusieurs fois visite avec les enfants. Mais il se doute que Staline ne pardonnera jamais à son épouse cette liberté d'esprit. Quand les dirigeants estiment qu'un membre de la famille n'est pas loyal vis-à-vis de l'État, cette personne peut être écartée, envoyée au goulag ou tuée. Et aucun proche n'est censé prendre sa défense. C'est la destruction de la famille, ça n'a rien à voir avec la liberté bolchevique. La famille, c'est l'État, et l'État prime sur toutes les relations humaines. En 1935, après 4 années d'absence, Yekaterina Kalinina revient au Kremlin retrouver sa famille. Épuisée par le travail de la terre, elle a besoin de repos. Mais Staline exècre cette communiste qui pense et agit par elle-même. Il lance les services secrets à ses trousses. On l'a accusée de trahison et emprisonnée avant de la condamner à l'exil. Là, elle a travaillé comme blanchisseuse. Elle enlevait les puces accrochées au linge des prisonniers. Aucune tâche ne lui répugnait. Aucun travail ne la rebutait. Condamnée et bannie, Yekaterina Kalinina finira par être graciée en 1945. J'ai soulevé la question dans mon livre « Les femmes du Kremlin ». Où étaient-ils leurs maris? Kalinina a abandonné sa femme au bourreau de Loubianka. Il faut dire que la prison était à 2 pas du Kremlin. Leurs femmes agonisaient dans des cachots souterrains et les noms de leurs époux ne figurent sur aucun document que j'ai eu entre les mains. C'est à peine concevable. Pendant que leurs épouses sont interrogées et torturées, les hommes tels Mikhaïl Kalinin officient comme si de rien n'était aux côtés de Staline. Quand sa femme a été envoyée au goulag, Kalinin n'a pas posé de questions à Staline parce qu'il connaissait le risque encouru. Prendre sa défense aurait été s'exposer à disparaître à son tour. Quand Staline meurt en mars 1953, le peuple s'est habitué à être dirigé par un souverain solitaire. Après 30 années de règne de Staline, les gens avaient oublié l'existence des premières dames. Nikita Khrouchtchev gagne la bataille pour la succession de Staline. Nina Petrovna est à ses côtés. Au Kremlin, personne ne sait quelle place accorder à sa compagne. Il n'existe aucun protocole pour les premières dames. Le parti demande dans un premier temps aux journaux de l'effacer des photos. La principale concernée ne s'en offusque pas. Elle avait ses opinions et ses idées, mais elle était beaucoup moins critique du système que lui. Nina était une communiste disciplinée. Elle avait une vision très arrêtée du communisme. Le parti ne se trompe jamais. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu ma grand-mère dire une seule fois que quelque chose n'allait pas en Union soviétique. Pour elle, ça aurait été trahir un système qu'on se devait d'honorer sans relâche. Malgré la déstalinisation engagée par son mari en 1956 et la révélation des crimes de Staline, Nina Petrovna refuse de voir la vérité en face.
Je me souviens d'un épisode, j'étais encore très jeune. Ma mère avait plusieurs livres, dont l'autobiographie Le Vertige d'Evgenia Ginzburg, qui relatait l'épreuve du goulag. Khrouchtchev lui a dit « J'ai beaucoup aimé ces livres, ils sont excellents. Mais ne sois pas fâché, ta mère ne les a pas terminés. » Ma mère a répondu « Ce n'est pas grave, vous pouvez les garder quelques jours de plus. » Alors ma grand-mère a pris la pile, l'a portée comme si c'était un rat mort, et l'a donnée à ma mère, qui lui a demandé ce qu'elle en avait pensé. Ma grand-mère a répondu quelque chose qui m'a choquée sur le coup, mais que je comprends avec le recul. Si c'était vrai, comment serions-nous encore en vie? Après l'accession au pouvoir de Khrouchtchev, la famille quitte les murs étroits du Kremlin et s'installe aux abords de Moscou, où Nina Petrovna et les enfants pourront vivre au calme et loin de l'agitation politique. Mais il apparaît rapidement que Nina aura quand même un rôle à jouer. Elle était dure comme l'acier, beaucoup plus que Nikita. Ma mère, par exemple, ne sait pas ce qu'est un câlin. À la maison, on ne se prenait pas dans les bras. Ma mère a fait pareil avec nous parce qu'elle ne connaissait rien d'autre. Ma grand-mère s'occupait très bien de ses enfants, mais elle n'était pas chaleureuse. Et pourtant, elle donnait l'impression d'une personne très aimante et maternelle. C'est le rôle qu'elle jouait pour la propagande. Elle savait exactement comment se comporter. Nina Petrovna sera un atout majeur lors de la première visite d'un chef d'État communiste aux États-Unis. I am especially happy that Mrs. Khrushchev and other members of your family are accompanying you. Si la famille au complet a fait le déplacement aux États-Unis en 1959, c'est parce qu'il y avait une volonté politique derrière. Il s'agissait de montrer un communisme à visage humain. Et ce visage humain, c'était ma grand-mère. Elle avait toujours le sourire, déjeunait avec d'autres femmes, rencontrait des travailleuses américaines. Ils étaient venus en famille avec les enfants pour prouver que les communistes n'étaient pas des zombies. Pari gagnant. À la publication des premières photographies de Nina Petrovna en 1959, la presse est conquise et la surnomme Mama Nina, Matryoshka ou Babouchka. Nina Petrovna surprend également ses interlocuteurs par sa maîtrise de l'anglais. Ses tenues modestes de son propre choix alimentent les conversations. Il existe une photo très célèbre où on voit Jackie Kennedy dans une toilette extrêmement élégante et ma grand-mère dans une robe à fleurs qui fait un peu tablier. C'était la mode soviétique. Ma grand-mère tenait beaucoup à une vie frugale. Elle disait toujours « On n'a besoin que d'une robe et d'un manteau. Ça suffit. » Face aux journalistes étrangers, elle minimise son rôle. « Je ne suis pas suffisamment importante pour répondre aux questions. Je suis la femme de mon mari, mère et grand-mère. » Nina Petrovna est très présente dans les voyages officiels, mais la population ne sait pas grand-chose d'autre de sa vie. Nina Petrovna part régulièrement en cure. Au printemps 1964, elle est à Carlsbad, en Tchécoslovaquie, en compagnie de Viktoria Brejneva. Viktoria Brejneva est l'épouse de Léonid Brejnev, membre du Politburo. Son mari la décrit comme facile à vivre et sans idée politique. La femme au foyer, conforme au modèle que Staline idéalisait. À Carlsbad, les deux femmes sont témoins de la lutte pour le pouvoir qui oppose leur mari. L'ambassadeur soviétique en Tchécoslovaquie a appelé le sanatorium pour parler à Viktoria Brejneva. Elle n'était pas dans la pièce et c'est Nina qui a pris l'appel. L'ambassadeur, qui croyait s'adresser à Viktoria, a dit « Khrouchtchev ne dirige plus le pays, c'est votre mari. » En bonne communiste, ma grand-mère a tout écouté en silence. Puis elle a expliqué qu'elle était en fait Nina Khrouchtcheva et a remercié l'ambassadeur pour ses précisions. Et elle a raccroché.
Comme toujours, elle considérait que le parti ne pouvait pas se tromper et avait donc ses raisons pour remplacer Khrouchtchev. Quand Viktoria Brejneva est revenue, elle s'est contentée de dire « Maintenant, c'est toi qui m'inviteras au banquet officiel ». Mais Nina Petrovna se trompe, car à la chute de Nikita Khrouchtchev, la famille se voit privée de presque tous les privilèges dont elle jouissait. Nina Petrovna a très bien relaté ce qui s'était passé. La veille au soir, le commandant avait encore très gentiment souhaité bonne nuit à toute la famille. Le lendemain matin, il est arrivé sans les gratifier d'un seul regard. Il leur a juste ordonné de quitter la maison sur le champ avec armes et bagages. Les Khrouchtchev sont relégués dans une petite datcha. C'est désormais le Politburo qui décide à quoi ils ont droit. À la mort de son compagnon, l'avenir de Nina Petrovna est très incertain. Nikita et Nina ne se sont jamais formellement mariés. Donc, quand Khrouchtchev est mort en 1971, Nina n'a pas hérité des privilèges dont il disposait, puisqu'elle n'avait pas de statut officiel. C'est grâce à l'intervention de Viktoria Brejneva que Nina a finalement été traitée comme une veuve officielle. Nina Petrovna meurt en 1984, à l'âge de 84 ans. Depuis 1964, le nouveau patron du Kremlin s'appelle Léonid Brejnev. À ses côtés, sa femme, Viktoria. Un savant dosage d'alliances politiques et d'intrigues ont facilité l'accession du couple au sommet de l'État. L'ancien ouvrier aime le pouvoir et le luxe. Son goût immodéré pour les voitures, les montres et les costumes occidentaux s'affirme au fur et à mesure qu'il s'élève dans la hiérarchie. Il mène une vie de playboy. Il était bel homme et il le savait. Il racontait volontiers son retour de guerre en costume de général. Alors qu'il quittait son hôtel, toutes les femmes se seraient retournées sur son passage. Il insistait, toutes. L'Ukrainien aime se mettre en scène, notamment devant l'objectif des photographes. Cette photo trônait sur la bibliothèque de son bureau. Il me disait « Regarde, on dirait Alain Delon ». Brejnev est persuadé d'être irrésistible. Lors d'un voyage officiel à Bonn, il a eu le béguin pour la femme du chancelier Willy Brandt. Il ne pouvait plus détacher son regard d'elle. J'ai bien vu qu'il n'arrêtait pas de la fixer. C'est vrai qu'elle était belle. Son épouse l'accompagne rarement à l'étranger. Elle habite à un quart d'heure de route de Moscou, dans une villa qu'elle partage avec 20 employés, des parents et une infirmière, maîtresse de Brejnev. Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'épouse du chef du gouvernement conviait les membres du corps diplomatique à une réception. Viktoria Brejneva en personne m'avait invité. C'était les tout premiers défilés de mode en Union soviétique. Les gens étaient très intéressés. Après, Viktoria a porté un toast. Cette date est un jour de fête pour les millions de femmes russes qui travaillent inlassablement. Viktoria Brejneva l'inaugure, aux côtés de son mari, bien sûr. Une tradition que, dès lors, toutes les premières dames observeront. Le reste du temps, on ignore ce qu'elle fait de ses journées. Tout juste sait-on qu'elle supporte les relations extra-conjugales de son mari. Elle fermait les yeux. Surtout ne pas faire de vagues. Il y avait déjà assez de problèmes comme cela. Son refuge, c'était la cuisine. Victoria était un vrai cordon bleu. Ses confitures de groseille à maquereau étaient à tomber par terre. Elle vidait chaque fruit de sa chair et à l'intérieur, elle glissait une noisette. Vous imaginez la patience qu'il faut? Elle ne faisait pas de scandale et s'arrangeait toujours pour lui faire comprendre ce qu'elle souhaitait en retour. Alors il haussait les épaules et soupirait.
Une femme est une femme. Il faut la cajoler. Pour amadouer sa femme, rien de tel que le patinage artistique. Le sport préféré de Victoria inonde donc les grilles de la télévision d'État, probablement sur ordre de Brejnev. Il prend également les dispositions nécessaires pour mettre son épouse à l'abri du besoin. Il se faisait beaucoup de soucis pour l'avenir de sa femme. D'après les documents que j'ai consultés, il a pris soin de mettre de l'argent de côté pour elle. Dans son journal, Brejnev écrit qu'il a prié son assistant de verser plusieurs milliers de roubles sur le compte de sa femme. Léonid Brejnev meurt en octobre 1982. À ses funérailles, Victoria fera sa plus longue et aussi sa dernière apparition publique. On ne la reverra plus jamais. Elle meurt isolée en 1995 à Moscou. Succédant à deux secrétaires généraux disparus prématurément, Mikhaïl Gorbatchev entre au Kremlin en 1985. À ses côtés, Raïssa Gorbatchev. Interviewé au cours de son premier voyage officiel aux États-Unis, le chef de l'État brise un tabou. Do you go home in the evening and discuss with her national policies, political difficulties and so on in this country? Мы все обсуждаем. Sur ordre des fonctionnaires du Kremlin, la presse soviétique ne publie pas l'entretien. L'appareil politique se met dès lors à saboter les projets de la première dame et on voit fleurir les rumeurs sur ses prétendus goûts de luxe. Mais Raïssa Gorbatchev ne se laisse pas déstabiliser. Значит, мы живем с вами в эпоху, когда вот такая общественная политическая активность нарастает. Это прекрасно. Raïssa Gorbatchev dérange et les attaques sournoises dont elle fait l'objet visent à affaiblir son mari. Il y avait énormément de ragots qui circulaient, parce qu'elle était jolie, qu'elle ne s'habillait pas comme la femme russe ordinaire qui portait des robes cousues à la main, très modeste, rafistolée à partir de tissus bon marché. Raïssa Gorbatchev avait l'apparence d'une femme riche et sûre d'elle, très occidentale en fait. Les gens ont fini par l'envier et la critiquer. Il apparaîtra des années plus tard que le KGB la faisait surveiller jour et nuit. L'agence lui attribue le nom de code Objet 111. Raïssa Gorbatchev répond aux calomnies. Elle consigne minutieusement toutes ses dépenses officielles. Les cadeaux qu'elle reçoit sont remis au musée d'État et elle fait don de ses vêtements. Rien n'y fait. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, la société russe serait bien contente d'avoir une première dame aussi active et qui soit un modèle à suivre. La mise à l'écart de son mari est vécue par Raïssa Gorbatchev comme une défaite personnelle. Elle occupe encore le Kremlin lorsqu'on lui diagnostique une leucémie. Un jour, elle m'a parlé à cœur ouvert et m'a confié ses craintes. Elle m'a dit « Nous n'y arriverons jamais en 4 ans ». Raïssa Gorbatchev meurt en 1999. Son mari est inconsolable. Il se reproche de ne pas l'avoir suffisamment protégée de la hargne du peuple et de l'appareil du Kremlin. On n'avait aucune tradition dans ce domaine et les gens n'étaient pas préparés à accepter ce nouveau modèle. Ça a pris du temps et quand on l'a enfin accepté, c'était à titre posthume. Son rôle aurait été de rester au foyer, de croupir en prison ou de s'effacer complètement. Au Kremlin, le passage de Raïssa Gorbatchev aura toutefois eu un effet. La première dame occupe désormais une place dans l'imaginaire collectif, même si elle reste invisible des mois durant, comme Lyudmila Poutina. L'une de ses rares apparitions date de mai 2012, lors de la cérémonie officielle qui réinvestit son mari à la présidence.
À la fin de son discours, il s'est dirigé vers la sortie. Il est passé à côté de Lyudmila, s'est arrêté quelques mètres plus loin et a fait demi-tour, comme s'il venait de se souvenir qu'il devait avoir un geste pour elle. Ce n'est qu'1 an plus tard qu'on la verra à nouveau aux côtés de son mari. À l'entracte du lac des Cygnes, le couple se présente devant la caméra. C'était de la grande mise en scène politique. Jamais un journaliste de la télévision publique n'aurait pu surprendre le président à un événement public avec une telle question. Jamais encore un chef du Kremlin n'avait divorcé. Pour le conservateur Poutine, l'instant est périlleux. À son épouse de fournir l'argument imparable. Наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу. La première dame destituée fait ce qu'on attend d'elle. Elle redore le blason de son mari et y gagne pour elle-même la liberté. Le divorce est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée. Après le divorce, Lyudmila Poutina reprendra son nom de jeune fille. En janvier 2016, les journaux russes annoncent qu'elle vient de se remarier à 58 ans. On n'en saura pas plus. Même la vie des ex-premières dames est tabou en Russie. La machine du Kremlin et Vladimir Poutine y veillent jalousement.